Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome du jumeau perdu. Je pense que c'est ce qui me concerne, ou en tout cas je l'ai ressenti. Et lorsque vous écoutez votre intuition et vos émotions, vous vous dites en fait, je ne mens pas, je n'affabule pas, je suis pas quelqu'un de paranoïaque, etc. Parce que tout vient du cœur. Et à partir du moment où vous essayez aussi de mettre votre mental de côté, vous voyez directement un pan entier de votre vie et la façon aussi dont vous fonctionnez, et ça met des mots sur ce que vous ressentez. Et je sais que c'est parfois extrêmement compliqué, en tout cas, de décrire avec précision ce qui nous arrive, parce que parfois il n'y a pas d'élément très concret qui vient à notre conscience et qui nous dit oui, là il faut travailler sur ça, donc ça va être plus facile de nous repentir, alors que c'est une blessure qui est dite source. Donc pour moi, une blessure source, c'est une blessure d'avant la naissance ou d'avant notre incarnation sur Terre. Donc en tant qu'âme, lorsqu'on était des étincelles divines et que l'on a décidé d'élaborer un plan d'incarnation qui fait partie maintenant de notre vie actuelle, donc dans la matière. Concernant le syndrome du jumeau perdu, alors je vais essayer de donner une définition en tout cas qui correspond par rapport à mes ressentis à moi. C'est le fait de se sentir étranger à soi-même, donc de la dissociation, et je peux même faire le parallèle avec la désincarnation, c'est-à-dire ce refus de s'incarner parce que de base on devait être deux. Et je remarque que lorsque je regarde dans le miroir, je me vois pas seulement moi, mais je me vois fractionné, fragmenté, comme si finalement je n'étais rien et que je ressentais une culpabilité en moi qui faisait que pourquoi j'existe? Il y avait des tas de questionnements que moi je n'arrivais pas à élucider, et je l'ai mis sous le coup de la folie, sous le coup de oui, je suis quelqu'un de très réfléchi, de très dans le mental. Donc finalement, j'essaye de, entre guillemets, justifier l'injustifiable, parce que dans tous les cas, ce sont des émotions qui viennent du cœur, et ces ressentis, je les avais conscientisés, mais en même temps, ça me paraît tellement gros comme révélation. Pour autant, j'en ai jamais parlé à ma mère. Elle m'a pas dit qu'elle attendait des jumeaux, donc je pense qu'elle-même n'était pas au courant. Ce qui faisait que peut-être que le stade de grossesse, en tout cas dans lequel elle était, et quand moi j'étais dans son ventre en tant que fœtus, je pense que l'autre embryon a du coup disparu vers les 2-3 premiers mois, ce qui n'était pas du tout lisible. Et je sais que par rapport aux prises d'échographie, on faisait très peu, surtout au début de grossesse. C'est pour ça qu'il y a aucune trace, et d'ailleurs je sais pas si elle a été au courant de ça. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un sujet assez tabou, qui n'est pas du tout, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais je sais que ça peut peut-être lui faire ressurgir des souvenirs qui sont désagréables, et pour moi aussi. Donc essayant un peu de découvrir, ce sujet des jumeaux perdus, d'un double aussi, et je pense, sciemment que ça n'a pas été pour rien, en tout cas que j'ai perdu ce jumeau, et que c'est une révélation de qui je dois être. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement fascinant de mettre ce lien entre le refus de s'incarner et la perte de ce jumeau, parce que ça crée une blessure source que j'appelle le rejet, l'abandon, mais plutôt le rejet pour moi parce que je suis une polarité yin. Donc il fonctionne beaucoup par, ce processus un peu d'invisibilité, de, «fuyez-moi parce que j'ai envie d'être dans ma bulle» et cetera. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour me protéger, et je me rappelle que même lorsque j'étais enfant, je visualisais un monde où j'étais avec un double, et ça me fait rire parce que, bah, quelque part, je pouvais pas l'imaginer ça. Enfin, j'avais 3-4 ans, mais pour autant, je recherchais toujours un lien avec, quelqu'un qui a disparu. J'étais beaucoup connecté aussi au subtil, ce qui faisait que je pouvais avoir des amis imaginaires, mais je sais qu'intuitivement, ces amis imaginaires ne sont pas juste des constructions de mon cerveau, mais plutôt des matérialisations de la personne, ou en tout cas de mon jumeau qui n'a malheureusement pas vécu dans cette vie. Et je sais que c'est un mécanisme de défense, enfin, il y a un aspect beaucoup plus psychologique qui est derrière, mais j'aime beaucoup apporter un grain de spiritualité parce que je trouve ça extrêmement magique de sublimer, bah, disons des traumatismes, des blessures qui, pour moi, sont irréparables. Je ne peux pas guérir de ça, mais en revanche, je peux, en tirer des leçons qui seront bénéfiques pour moi, et je suis reconnaissant d'être en vie, mais pour autant, je pense que si vous avez ce syndrome, vous pouvez être, de mon avis. Je ressens une culpabilité de vivre. C'est comme si ma vie entière ne m'appartenait pas et que je devais, supporter la douleur pour 2, la douleur pour moi qui est restée,
et qui ai subi, la blessure d'abandon puisque finalement je me sentais très connectée à ce jumeau qui pourrait me protéger, qui pourrait m'aimer pour qui je suis puisque finalement on vient du même œuf, de la même source, de la même lumière donc qui de lui me comprendrait le mieux dans cette vie? Hormis, évidemment ma mère qui a des dons intuitifs, d'hors pair, mais je dirais que c'est assez, compliqué de parler de quelqu'un qui n'a jamais existé et d'essayer aussi de l'imaginer. C'est pour ça que quand j'étais enfant, j'imaginais un double de moi beaucoup plus confiant, beaucoup plus yang aussi et je sais que les jumeaux ont beaucoup cette polarisation, parce que tout est duel. Donc même par exemple le lien d'FJ, de flamme jumelle, d'âme sœur, il y aura toujours un yang, toujours un yin en prédominance et le but, ça serait d'équilibrer ces énergies. Sauf que malencontreusement, je n'ai jamais pu équilibrer quoi que ce soit puisqu'il n'a jamais, vu le jour et qu'il a décidé de partir. Donc plus tard, je vous ferai également une méditation, qui m'a agréablement surpris et qui m'a fait replonger, mais dans des entrailles de l'avant-vie, donc au début de mon incarnation, jusqu'à en tant que fœtus où j'étais dans le liquide amniotique, voilà, ça s'appelle comme ça, auprès de mon jumeau. Donc, l'expérience a été beaucoup plus fructueuse que je ne le pensais et ça a mis en tout cas, ça a immédiatement confirmé, mes craintes et mes ressentis. Donc avant tout, c'est une crainte parce que du jour au lendemain, mais littéralement, j'étais passé de quelqu'un qui erre dans sa solitude et qui comprend pas pourquoi je vis dans un monde pareil à finalement j'ai perdu une moitié de moi-même et c'est pour ça que j'ai peut-être cette culpabilité, cette rage aussi de vivre des émotions qui sont beaucoup trop fortes, beaucoup trop intenses. C'est dû aussi à l'hypersensibilité qui fait que j'arrive pas à me ménager dans ma vie et que peut-être, en tout cas c'est ma théorie à moi, je suis toujours connectée à ce jumeau-là dans des plans subtils parce que c'est lui, entre guillemets, qui a permis de me sauver. Sans cette connexion subtile auprès de ce jumeau, auprès de cette âme, qui en est une autre, hein. J'en suis bien évidemment conscient, ce n'est pas du tout la même âme qui partage le même noyau. C'est bien sûr une autre âme qui se situe dans des plans beaucoup plus supérieurs et je pense que cette âme s'est réincarnée depuis longtemps. Peut-être que je la recroiserai un jour, en tout cas c'est un de mes vœux le plus cher parce que en tout cas la reconnexion risque d'être très très animé, très riche en émotions et c'est ce que je veux parce que c'est dur d'en parler. Donc je vais pas vous mentir, cette vidéo risque d'être difficile, surtout par la prise de parole qui pourrait être un peu plus fractionnée qu'à l'accoutumée. Donc veuillez m'en excuser et en plus j'ai un tic qui me ronge absolument la tête et qui prend de la place dans quasi tout ce que je fais, donc j'essaye un peu de me ménager, et essayer aussi de prendre soin de vous par rapport à cette canicule qui est monstrueuse. Mais pour moi, vous savez que ça a été fait exprès, je ne suis pas ferveur, en tout cas un défenseur, du complotisme, mais pour autant j'y adhère et j'y crois. Il n'y a pas de complot, il y a des vérités, mais entendez-le, je pense que la majorité d'entre nous, disons éveillés, savent ce que font le gouvernement. Donc, sur ce sujet-là, je tiens pas trop à m'éclipser là-dessus, donc je vais essayer, d'en venir aux faits. On n'avait jamais entendu parler ou du moins j'avais regardé certaines émissions. J'ai envie de pleurer parce que en fait, je l'ai toujours su que j'avais un jumeau, mais je voulais enterrer ces pensées parce que ça coïncidait pas avec ma réalité. Je n'avais pas du tout confiance en moi pour me dire que ces pensées-là, aussi, saugrenues, aussi, insensées soient-elles, puissent être en tout cas une infime part de vérité. Mais c'est une vérité à l'heure actuelle parce que, j'ai pu, faire une pratique de la méditation, j'ai pu essayer de rejoindre tous des aspects de ma personnalité en passant par, le fait d'être hypersensible. Moi, j'appellerais pas de l'hypersensibilité, mais plutôt de la sensibilité. Parce qu'au final, des personnes qui n'ont aucune empathie ne sont pas forcément des âmes pures ou des humains, qui sont dotés de discernement, d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est un autre débat. J'essaie aussi, de comprendre en fait tous les mécanismes de psychologie d'un être humain en passant par ses troubles, que ça soit schizophrénie, troubles bipolaires, etc. Donc j'essaie quand même d'investir, voire de surinvestir le développement personnel pour essayer de me comprendre, pour essayer de me dire mais pourquoi je recherche constamment à être dans la tête de l'autre
et je fuis même mon corps, je fuis même mes pensées. Mais tout ça a un point commun, c'est en tout cas la blessure du rejet via le fait de ne pas désirer vivre. Et il y a longtemps, j'ai eu des pensées suicidaires. Au début, je ne le savais pas que ça avait un lien avec ce syndrome du jumeau perdu puisque je croyais intimement être seul. Bien sûr, je sentais des présences, que ça soit mes guides, mon âme supérieure. Moi, je suis quelqu'un, je vais pas dire d'assez spirituel parce que je sombre encore dans mes vieux travers, à travers des schémas qui ne me correspondent pas, mais pourtant, en fait, je me sens obligé de les mettre parce que je suis toujours en mode survie. Donc j'ai jamais appris à me désengorger, en tout cas, de tout ça. Mais pour autant, lorsque j'ai fait ma tentative, de suicide, je me rappelle que j'étais dans le miroir et que je me disais pardon et que je lui disais pardon. Ce dédoublement, au tout début, il m'a pas paru étrange. C'est comme si c'était normal de parler à un reflet, à la troisième personne, comme si finalement, ce que je voyais n'était pas foncièrement moi, mais plutôt une idée ou un concept de ce double que j'imaginais depuis longtemps, qui au final, est une représentation de voire une chimère, une désillusion, mettez tout ce que vous voulez, mais au final, ça matérialise plutôt ce que je voulais, ce que j'idéalisais à travers cet autre, qui n'a pas pu vivre. Donc, toutes les qualités que je voulais, que ça soit le fait d'être sociable, d'être intelligent, alors je me considère pas comme quelqu'un de bête, mais je sais que j'ai, une comment dire? En tout cas certaines passions que j'aime beaucoup, mais je sais que je peux en délaisser d'autres au détriment, ce qui fait que je peux être intelligent sur certains domaines et d'autres complètement nul. Donc moi, j'ai pas cet équilibre-là entre, ce qui est potentiellement utile pour moi dans la société et ce qui ne l'est pas, mais qui me passionne. Donc j'essaye de miser tout sur ça alors que foncièrement, ça va pas m'assurer, en tout cas de l'économie et le fait d'avoir un travail, de surinvestir et d'avoir une vie à peu près «stable» entre guillemets. Moi, je vais plutôt miser autour de mes passions et c'est ça qui peut un peu, me porter préjudice. En tout cas, je sais que les jumeaux, ça m'a toujours fasciné parce que je me suis reconnu en eux. Je me suis reconnu à travers leur dualité, dans le sens où vous constatez qu'il y a un des 2 qui a un fort caractère, qui est beaucoup de polarité yang et que l'autre, généralement, est beaucoup plus passive et bizarrement, je me suis reconnu dans cet être, très passif, très sensible aussi. Mais je ne vais pas dire que l'autre n'est pas sensible, hein. L'autre aussi est sensible, tous les 2, mais c'est juste que l'un va l'extérioriser, l'autre va l'intérioriser et au final, je pense que l'intériorisation peut empirer et c'est pour ça que quand je suis passé par ces phases suicidaires, inconsciemment, je voulais rejoindre l'ailleurs, puisque personnellement, je n'ai pas peur de la mort, puisque j'ai déjà été confronté à la mort de mon jumeau. Donc pour moi, c'est une expérience qui a été déjà, entre guillemets, sans évidemment mon consentement en tant qu'humain, puisque j'étais un fœtus et que techniquement, j'étais plutôt plus dans le plan de l'âme que dans le plan humain et de la matière, puisque je ne suis pas né, je suis encore dans un ventre, dans un océan pur de lumière. Et ce que je vous décris là est une impression, ça part de sensations, ça part pas, d'un esprit, pragmatique et mental parce que si je dois faire appel en tout cas à ma raison, je peux vous dire que cette vidéo, je ne la ferai pas du tout parce que pour moi, tout me paraît mais illogique, mais au final et bizarrement tout se rejoint. Tous les morceaux du puzzle de ma vie et surtout par, le fait d'avoir ce syndrome du jumeau, en tout cas j'en suis sûr et certain, même si parfois j'en viens à douter, c'est sûr. Je me rappelle souvent que lorsque je dors, j'essaye aussi d'être, en contact avec, mon jumeau, mais ce que je regrette, c'est que je l'avais beaucoup idéalisé parce que je lui empruntais des caractéristiques que je n'avais pas, des comportements et j'espérais, beaucoup miser sur la flamme jumelle. Alors je vous explique, le lien entre la flamme jumelle ou une âme sœur, peu importe, une âme double, et le jumeau qui a disparu dans notre naissance. Tout ça, c'est un lien avec, la dissociation et la réunion. La dissociation, je vais plutôt appeler ça la destruction, la dislocation. C'est le fait d'avoir la première blessure de l'âme, qui est celle de la séparation de notre moitié de ce que nous sommes. Et donc c'est comme si j'avais perdu une part de moi-même qui est morte et qui erre dans l'au-delà. Et donc, heu, heureusement, malheureusement, selon les points de vue, mais je pense que c'est mieux en tout cas de le voir de cette manière-là, de manière positive.
j'ai accès à une part de moi qui finalement est peut-être une part de mon jumeau, mais qui est dans une boule de fusion. Et c'est pour ça que j'arrive pas à faire le lien entre mon identité à moi et l'identité de ce fantôme qui subsiste toujours dans mon cœur, puisque d'une certaine manière, nos énergies ont été imprimées lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, puisqu'on était des êtres d'amour pur. Et lorsqu'on est des bébés, généralement notre intuition, nos sensations, on capte beaucoup plus l'invisible. Et donc la fusion, elle ne peut être que entière et véritable sans prise d'ego, sans émotions négatives. Parce que en tout cas, de toute façon, avant la naissance, il n'y a pas d'expérimentation douloureuse. Mis à part le fait, par exemple, que la mère puisse avoir des pensées noires ou des ressassements, peut-être des inquiétudes vis-à-vis de la grossesse, etc. Je sais qu'un fœtus est capable non pas de comprendre ce qu'elle dit, mais plutôt de ressentir ces énergies-là et donc de les transformer à la manière de longueurs d'onde en énergie plus ou moins positive selon les interactions, bien évidemment. Et je sais aussi que ma mère partait du principe qu'elle attendait un enfant. Ce qui faisait que dans la mémoire cellulaire, il y aurait un de nous deux qui allait naître. Ça, c'était inévitable, je pense. Mais je sais aussi que l'autre âme, qui est mon jumeau, a fait le choix délibéré de ne pas s'incarner à la dernière minute, enfin pas à la dernière minute, je dirais 3 mois, 4 mois après, alors que moi je suis resté beaucoup plus longtemps. Donc je pense que j'ai eu une courte réunion avec lui où j'étais en présence, mais après il a fallu quand même qu'il parte. Donc je vais vous expliciter plus en détail cette méditation qui m'a permis déjà de le revoir et de lui faire un adieu. Mais en tout cas, je doute que la notion d'espace-temps soit réelle, puisque dans tous les cas, cette image, elle sera immortelle, elle sera imprimée en moi. C'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette vidéo. Je savais pas par où commencer, par où terminer. Mais je me dis, c'est mieux que je le mette et on verra au fil de mes pensées. Moi, je suis quelqu'un de très, très intuitif. Je peux pas du tout préparer des scripts parce qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre, en fait. Et je me dis, c'est mieux que ça soit authentique et véritable, même si les informations, elles peuvent être disséminées un peu partout, c'est pas grave. Je sais que c'était un garçon plutôt qu'une fille. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'énergie féminine. Donc, je me dis intuitivement, il faut qu'il y ait mon contraire. Et mon contraire, c'est une énergie pure yang. Donc, le fœtus, s'il aurait été incarné, ça serait quelqu'un de très matériel. Non pas qu'il serait opportuniste ou carriériste ou en tout cas, qu'il aura un ego surdimensionné, loin de là. Ce serait plutôt une personne, je pense, très bienveillante, qui ferait preuve de compassion vis-à-vis de moi si j'aurais ce jumeau-là. C'est quelqu'un aussi qui sera un peu surprotecteur envers moi puisque j'ai besoin de quelqu'un qui me protège, voire qui m'infantilise. Je sais que ça pourrait faire réagir certaines personnes, mais c'est trop bizarre parce que je me sens comme un enfant. Je n'ai pas suffisamment de maturité émotionnelle pour surpasser ce stade et pour me considérer comme un adulte. Parce que finalement, et inconsciemment, et ça je le sais, je veux retourner à la période de l'enfance où j'avais facilement ce lien avec ce jumeau. Et je sais que quand on est enfant, on a beaucoup plus d'ouverture et c'est à cause de l'âge de la raison qu'on perd ses facultés, à cause des injonctions de la société, des stigmates qui font que avoir, par exemple des amis imaginaires, c'est considéré comme bizarre, étrange, voire psychologique. Il faut qu'on y aille à un psychiatre et cetera. Et je sais que moi j'ai beaucoup été critiquée pour ça, notamment à l'école. C'est pour ça que je m'isolais beaucoup parce qu'au final, mais aucune relation sociale au cours de ma vie ne valait le lien que j'avais en l'espace peut-être de 3 mois avec un fœtus, que je ne connaissais pas du tout, mais qui était véritablement mon jumeau. Donc pour moi, ce lien, je ne le retrouverai jamais, mis à part peut-être dans le lien de flamme jumelle. C'est impossible et je vous jure que c'est un sentiment, mais incomparable. Je ne pourrais même pas le décrire tellement c'est puissant. Je me sens apaisé, c'est calme, je le prends dans les mains et comme je suis une personne qui est pas du tout tactile dans la vie réelle, mais ce moment de complicité, le fait de s'unir, alors n'y voyez aucune allusion sexuelle là-dedans, ni érotique, dans tous les cas, je mettrai pas du tout de commentaires vis-à-vis de ça. Mais je dirais que le stade précoce de la sexualité vis-à-vis des embryons, il peut être aussi, heu, précoce aussi, mais ça dépend forcément. Mais je sais qu'il y a certains bébés qui naissent et qui ont déjà une certaine connaissance et spécificité de leur sexualité, de leur genre.
Non pas qu'ils doivent l'expérimenter bien évidemment, parce que ça serait très bizarre pour un bébé de le faire. Et là, je pense qu'il faudrait voir ses antécédents, pardon, au niveau, du transgénérationnel parce qu'il peut porter des mémoires très douloureuses vis-à-vis de traumas, d'inceste et cetera, même dans ses vies antérieures. Mais généralement en tout cas, le lien de fusion, il est là parce que au bout d'un moment, quand on s'incarne en tant qu'âme, on a besoin d'expérimenter ce qu'est la jumélité et surtout le fait, par exemple, d'être monozygote, d'être dans une même souche, si je me trompe pas. En tout cas, je connais pas trop les caractéristiques, mais je pense que c'est ça. Donc chaque âme va passer par, ce stade-là, que ça soit en ayant un jumeau dans la vraie vie, une jumelle ou des triplés ou des quadruplés, soyons fous. Plus on est fou, plus on rit. Voilà, j'aime beaucoup ce dicton. Soit en ayant cette perte du jumeau qui fait qu'on est dans l'incompréhension et beh, dans les 2 cas, généralement, ça nous rapporte quelque chose, même si, force est de constater que j'aurais préféré avoir quelqu'un dans la vraie vie plutôt, qu'une connexion subtile et invisible. Je sais qu'il existe, qu'il est quelque part. Il a, une représentation qui m'est purement personnelle d'un double de moi, mais peut-être que la personne qu'il aurait été, serait radicalement différente de ce que j'aurais imaginé. Mais en tout cas, je pense que la polarité complémentaire, elle est indicible au lien de flamme jumelle et lorsque je me reconnecterai à cette personne qui est un homme, puisque c'est un jumeau, donc il faut qu'il y ait un masculin qui vient un peu, comment dire? Surélever le féminin qui est très, très passif vis-à-vis de moi-même. Moi, j'ai besoin beaucoup d'expérimenter ce qu'est le masculin puisque je l'ai jamais fait au cours de ma vie. J'ai peut-être utilisé certains faux selfs, mais i même dans les faux selfs, j'ai envie de vous dire, il y a toujours ce pan de yin, ce pan de sensibilité, de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire et cetera. Même en étant dans une confiance totale et c'est là que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche parce que réussir, faire le métier qu'on aime, gagner de l'argent et cetera. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de très, matérialiste, donc j'ai envie de vous dire, si je gagne 3 000 € ou 1 million d'euros, ça change rien à ma vie. De toute façon, c'est pas ce qui compte. Ce qui a toujours compté pour moi, c'était cette recherche personnelle de mon identité, de qui j'étais. C'est assez ironique parce que l'identité, finalement, elle a jamais été telle que moi je la représentais, mais au cours de ma vie, parce que finalement mon identité entre guillemets, elle a été toujours partagée, elle a été toujours cohabitée avec la présence de quelqu'un qui n'existe pas, mais qui en même temps existe quelque part dans des plans, que moi j'ignore, mais que je peux me connecter grâce à mon cœur et grâce à mon esprit. Je sais que lorsque je me reconnecterai avec mon autre, que ça soit cette année, même dans des dizaines d'années, mais je pense que ça se fera dans un temps plus ou moins long parce que je dois déjà commencer par me développer personnellement, par avoir, une petite maison dans la campagne. Alors moi, je suis quelqu'un qui m'isole beaucoup, qui aime, aussi les endroits, verts, de la nature, les animaux. C'est ce qui m'émerveille, mais pour autant, je sais que changer de vie radicalement, ça pourrait m'oppresser, ça pourrait me faire sortir de ma zone de confort, ce qui est pour moi un réel enjeu, d'autant plus que j'ai besoin de spécificités qui me sont propres. Donc ça va être, un enjeu en tout cas de toute ma vie, m'aimer tel que je suis sans avoir à imaginer un double de moi qui est parfait. Ça aussi, c'est un jeu de l'ego, qui fait qu'on ne se contente jamais de ce que l'on a et ça aussi je dois bien l'enterrer au fond du jardin, de mon jardin du cœur pour lui dire, «Oui, OK, tu as le droit quand même d'avoir des exigences et cetera, mais il faut pas quand même que tu te reposes sur tes lauriers, il faut que tu fonces au bout d'un moment, sinon ça va se tasser et au bout d'un moment, c'est bon, quoi». Donc maintenant, je vais vous raconter la méditation, qui a été très émouvante, qui m'a perturbé, en fait, qui m'a secoué dans tous les sens, tel de la corde à linge, tel des vêtements là qui sont essorés pendant l'été, qui sèchent vite. Donc je me suis vite remis aussi. Alors au tout début, il y avait une musique, c'était un courant d'eau très agréable, donc je me suis immergé, mais instantanément, j'ai même pas eu besoin d'effort pour le faire. Moi d'habitude avec les méditations, je fais beaucoup appel à mon mental, mais je sens que ça a été une des rares fois, mis à part le fait peut-être d'entrer dans des vies antérieures, mais encore une fois, c'était pas voulu. C'était plutôt un appel de mon âme ou de mon inconscient parce que je sens que mon inconscient, il veut quand même, me communiquer des choses. Donc, je le laisse venir de temps en temps. Si ça évidemment, si ça ne me traumatise pas et si ça
me désancre pas parce que je suis quelqu'un de beaucoup désancré, donc c'est difficile en tout cas de mettre les pieds sur terre. Mais le bruit de l'eau m'apaise et je sais que ce qui est paradoxal, c'est que j'ai un rapport à l'eau très complexe. Je sais que c'est un signe, déjà qui m'appartient puisque je suis de signe Cancer, donc c'est un élément avec lequel je suis beaucoup à l'aise. Je trouve l'eau dans absolument toutes mes références, que ça soit en littérature. J'aime beaucoup décrire, le courant de l'eau, le fleuve. J'aime beaucoup aussi les poissons, explorer la flore marine. Donc j'ai déjà cet attrait pour le monde océanique qui représente aussi ce côté inconscient, fluorescent, le mouvement que je n'arrive pas à percevoir mais qui existe. Pour moi, le mouvement fluidique, c'est impermanent, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne saisit pas et c'est pour ça, d'autant plus que ça me fascine. Mais je ressens quand même une frayeur et là, je pense que c'est un lien avec mes vies antérieures et peut-être le transgénérationnel, mais je miserais beaucoup plus sur mes vies passées parce que j'ai eu des expériences de noyade où j'ai été mort. Je sais aussi qu'on m'a noyé volontairement, donc dans de l'eau froide. D'ailleurs, je supporte pas du tout la froideur de l'eau. J'aime en tout cas les eaux tempérées, chaudes, et ça me renvoie beaucoup aux eaux thermales. Donc, dans des vies antérieures, que j'ai passées en Grèce, qui ont été beaucoup plus agréables, puisque généralement, dans mes premières vies en tout cas, je sais que j'étais une âme jeune et donc j'ai expérimenté la richesse, la matérialité, le fait d'être un homme glorieux. Il y a eu aussi des relations homosexuelles entre esclaves et maîtres. Donc j'étais soit l'un, soit l'autre généralement. Et je sais de toute façon que la marginalité fait partie de mon chemin d'âme. Donc voilà. Et lorsque vous avez cet attrait, mais en même temps, c'est comme si une mémoire vous rappelait que l'eau était dangereuse, et directement ça vous fait tilt. Et le lien entre l'océan et le liquide amniotique, mais il est tellement évident, et ça je l'avais jamais vu venir, parce que lorsque j'ai été, je me voyais pas à la troisième personne lorsque je faisais dans les rêves, parce que généralement je suis une personne qui aime beaucoup me mettre à distance, donc même dans mon inconscient, je le fais volontairement. Alors que là, je le vivais à la première personne, donc déjà le chemin du cœur, beaucoup plus connecté, beaucoup plus à vivre. J'entendais des bruits qui n'ont pas été violents pour moi. C'était des bruits extrêmement doux, apaisants. Et je voyais mon jumeau, qui était un embryon. Il avait les yeux fermés. Il avait la peau assez rose. Il était comme moi, on était des copies identiques. Bon, forcément, on est jumeaux, vous allez me dire. Mais ce que je remarque, c'est que là, ça va avoir une importance. C'est qu'il était plus grand que moi, plus fort. Moi, à contrario, j'étais beaucoup plus petit, beaucoup plus mince. Comme si finalement j'avais envie de me désincarner, de partir. On était tous les deux, j'essayais aussi d'être en contact avec lui, de le toucher, toucher ses mains, etc. D'être en contact avec son corps, mais j'ai ressenti une paix tellement forte. C'était un sentiment phénoménal qui m'a transcendé partout et je voulais juste fermer les yeux et en fait je ne voulais pas sortir du ventre de ma mère, je ne voulais pas non plus retourner là où je voulais rester ici, mais pour l'éternité. C'était pareil dans ma méditation. Je voulais pas retrouver en tout cas cette réalité très dure, très matérielle qui était la vie. Je voulais arrêter le temps et rester avec lui. Voilà, c'était mes seules pensées. Et d'ailleurs, ça me fait assez rire, mais je sais en tout cas que j'avais dit à mon père et ma mère que je voulais un petit frère parce que ça me manquait. Mais pourquoi ça me manquait si dans cette vie, j'ai jamais eu de frère? C'est ça l'élément qui est déclencheur. Et, et comme je vous l'avais dit, mais tout s'aligne. C'est tellement bien fait. Et peut-être que mon inconscient a voulu me protéger. Mais en tout cas, je sais que je m'en souviendrai jamais puisque c'est une vie intra-utérine, donc d'avant ma naissance même. Je sais même pas à proprement parler si on pourrait parler de vie ou plutôt d'entre-vie. Donc entre la vie et la désincarnation, donc la mort. Parce que, en tout cas, de manière beaucoup plus pragmatique, je dirais que ma naissance, elle est lorsque en tout cas, lorsque ma mère a accouché et que j'étais en vie et que j'ai commencé un peu à ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, petite anecdote intéressante, lorsque je suis né, j'avais pas très envie d'être là. Je faisais la gueule, j'avais les yeux fermés.
Et il faut dire que ce sacré caractère, en tout cas, me suit même aujourd'hui. Je suis une personne, qui montre pas ses émotions, qui est pas du genre pessimiste, mais un peu. Il y a ce côté pragmatique aussi qui me suit. Peut-être que je l'ai hérité de mon jumeau qui m'a laissé, des empreintes. C'est pour ça d'ailleurs que je pense, et que je raisonne beaucoup par dualité. J'ai l'impression d'être beaucoup dissocié, d'avoir cette fragmentation de l'âme et je pense que ça vient aussi des empreintes de la personnalité de mon jumeau, de ce qu'il aurait été peut-être dans cette vie et que moi j'ai bu. Je mets le terme boire parce que c'est comme une nourriture émotionnelle. J'essaye de préserver ce lien qui nous unit en le mettant en évidence et c'est pour ça que j'ai peut-être ce poids qui est dû aussi au transgénérationnel. Mais avant tout, c'est le poids de la culpabilité, le fait qu'il ne soit pas en vie et que moi je suis en vie. Et je sais que je me suis posé une question et c'était: «Mais pourquoi moi et pourquoi pas l'autre?» Parce que finalement dans cette vision, dans cette visualisation, moi j'étais plus petit que lui alors que lui, normalement, en tout cas en toute logique, ça serait lui qui serait en vie et qui naîtrait et pas moi. Mais à un moment, j'ai essayé d'avancer le temps parce que je sais que je devais comprendre des choses. Et là, grosse révélation, je le vois se détacher du liquide, enfin se détacher, presque, s'envoler. Alors c'est un terme que j'utilise, je sais pas, comment l'expliquer, mais il se désintègre et je vois une lumière éblouissante et à partir de ce moment-là, je sais qu'il a disparu. Et dans ma tête, en tout cas de fœtus, je ressentais cette perte, mais j'arrivais pas à l'exprimer, à l'expliquer. Et comme j'étais dans ce stade embryonnaire, j'étais quand même content de m'être incarné, mais pour autant, j'avais déjà cette expérience de la mort et peut-être que c'est, d'ailleurs pour ça que je n'ai absolument pas peur de l'au-delà parce que je sais ô combien c'est juste un amour pur, un amour inconditionnel, tout est beau, tout est magnifique. Et lorsque j'étais un embryon, forcément, je suis connecté au plan subtil, au monde merveilleux, aux exoplanètes, aux existences, extra et interdimensionnelles. Donc tout ça, je l'ai en moi, jusqu'à, à la naissance. Donc en fait, je suis entre 2 mondes, entre 2 passerelles, mais j'ai ressenti quand même ce vide immense et je sais que ça a donné des séquelles considérables parce que depuis tout petit, j'ai cette incompréhension de pourquoi je suis là, pourquoi les autres ils sont comme ça, pourquoi je me sens dissocié, je ne me sens pas moi-même, pourquoi j'ai honte aussi de mon corps, j'ai honte de qui je suis et je sais, que j'ai eu une phase de ma vie où je voulais carrément changer de visage, carrément changer d'identité parce qu'en fait, je n'acceptais pas ce qui m'était arrivé, dans ma vie, intra-utérine avec la perte de ce jumeau-là parce que pour moi, sans lui finalement, mais à quoi bon continuer en fait? Je ne suis rien. Autant être à 2 parce que pour moi la fusion c'est ce qui est nécessaire. S'il y a pas de fusion alors, autant, ne rien faire du tout. C'est comme si, il y avait un cœur qui était coupé en 2 et que finalement je devais apprendre à vivre avec, la moitié d'un cœur, mais ça va pas. Faut être fou et faut être maso, je suis désolé de le dire, mais pour accepter un tel, contrat d'âme ou, un tel désespoir et je sais que la vie est injuste, mais pour autant j'essaye d'avoir les bons côtés et de me dire que, c'est quelque chose qui m'enseigne et donc le taux vibratoire, lorsque j'étais dans ce ventre, il a commencé à baisser et avant de disparaître, j'ai pu constater aussi qu'il y avait une inversion des choses. Comme si le temps il essayait de, ouais, de s'inverser. C'était un temps différent, une perception différente, un espace-temps aussi qui commençait à se dilater. En fait, tout était à l'envers, c'est extrêmement bizarre comme sensation. Mais je voyais au fur et à mesure me donner son énergie, me donner mais tout ce qu'il avait, que ça soit ses cellules, ses nutriments, et cetera. Il voulait se débarrasser de son corps, de la matière, pour rejoindre les corps subtils et être un peu plus léger en tant qu'âme. Mais de toute façon, j'ai l'intime conviction que cette âme s'est réincarnée vite fait parce que généralement en tout cas quand on est dans ce stade-là, de je dirais même pas d'une vie, hein, de l'avant-vie, on peut se réincarner mais simultanément presque. Parce que généralement, le fait, de comprendre pourquoi on n'a pas pu faire cette mission-là, elle est extrêmement rapide. Alors qu'un enfant, je sais pas, de 6 ans, lorsqu'il est remonté dans l'au-delà, il va faire un travail qui va être beaucoup plus considérable et plus une personne meurt tard,
Donc dans la vieillesse, à 80-90 ans, là, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour se réincarner. Parce qu'on va essayer, de voir, mais tout ce qui a été travaillé, tout ce qui n'a pas été travaillé dans sa vie et c'est extrêmement conséquent. Donc vous voyez la différence entre un quelqu'un qui n'a jamais eu la chance d'avoir une vie dans cette vie-ci, bien sûr, parce que en tout cas, je suis convaincu que ce jumeau a eu des vies antérieures avec moi. Bien évidemment, parce que sinon ça n'aurait pas été, quelqu'un, avec qui j'aurais partagé en tout cas de fortes émotions. Peut-être que cette personne-là, que je chéris, ça a été, une fois mon ennemi dans des vies antérieures. Peut-être que je l'ai tué, peut-être qu'il m'a tué ou qu'elle m'a tué. Donc, bien évidemment, c'est à la fois ça peut être un homme ou une femme, donc de genre, de sexe différent, tout ce que vous voulez. Aussi dans des plans, subtils, dans des plans extraterrestres et cetera. Pour moi, tout est pareil. Je suis quelqu'un, de très perché, hein, je vais vous le dire honnêtement. Mais je sais que je le retrouverai un jour et en tout cas, j'essaye de faire un vœu, c'est que ça soit dans cette vie. Si je recroise ma flamme jumelle, je sais intuitivement, que l'homme de ma vie ne sera pas, la même âme, que mon jumeau, mais je retrouverai ce semblant de réunion, de l'impression d'être dans cette personne, de me fondre dans son cœur. En tout cas, j'essaie de retrouver ça. Je vois mon jumeau enlever les stocks de graisse, se désamalgamer et me les donner. Donc le processus est totalement inversé et là je prends du poids, je deviens de plus en plus grand, de plus en plus gros et je ressens de la gratitude pour lui, mais en même temps de la colère. Il y a cette émotion de colère et je pense que c'est une des émotions, les plus anciennes que j'ai pu ressentir de ma vie parce que certes c'est bénéfique, ça permet de poser ses limites, mais quand tu l'as tellement en toi et que, au fur et à mesure de ton évolution, tu ne réagis qu'à ça, ça devient problématique et c'est pour ça que en tout cas que je constate que lorsque je fais face à des événements, même s'ils sont pas difficiles, hein, que ce soit d'un œil extérieur, ça peut être, mais tellement futile, mais pour moi, ça me met les nerfs. Ça déclenche une impulsivité que je n'arrive pas à contrôler parce que inconsciemment, ça en fait, je rejoue le schéma, la même scène que lorsque cet autre m'a abandonné et pour moi, je l'ai vécu de cette manière-là. Et le fait aussi que je sois une vieille âme, ça a alimenté, mais vraiment à 100 ce désir de ne plus jamais s'incarner sur terre parce que c'est un fardeau. J'ai vécu des vies antérieures qui ont été catastrophiques, des vies de marginaux, de marginales. Donc je sais que j'ai été une sorcière, j'ai été une prostituée, j'ai été un homme, aussi, de mœurs, de foi. J'ai été beaucoup dans la religion aussi, donc disons que j'ai expérimenté un peu tout. J'ai aussi été, excusez-moi le terme, un PEDOPHILE dans une de mes toutes premières vies, parce que j'ai ressenti cette vibration de haine, de destruction. Et je suis honnête avec vous, cette vie, mais honnêtement, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais on n'a pas envie en fait de savoir ce qui s'est passé. Parce que ça, en tout cas, ça exprime une partie de nous qui a été tellement dans l'injustice, tellement dans le je m'en foutiste, dans le renoncement de son cœur, de son âme, etc., qu'elle a pris, presque qu'elle a été possédée par le bas astral et donc démunie totalement de sa mission d'âme première qui est d'honorer et de chérir, et d'être aimée aussi en retour. Mais dans tous les cas, les premières vies, elles sont pas très fabuleuses. Les vies, premières, ce que je peux constater, c'est qu'on expérimente le côté charnel du corps sans limite, bien évidemment. Même le consentement, je pense que c'est une notion qu'on ne comprend pas, qu'on ne conçoit pas, parce qu'on n'a pas été suffisamment incarné, on n'a pas suffisamment aussi ressenti ce que l'a fait, en tout cas ce que ça fait d'être VIOLER et de pas être, en tout cas de pas être respecté dans son rapport au corps. Mais une fois que vous avez eu toutes ces vies où vous avez été quelqu'un de mauvais, et au final vous essayez en fait de comprendre le pourquoi du comment, sachez que moi, de ce que je conçois de mes vies antérieures et du lien qui m'unit à ce jumeau, il est presque un sauveur qui me permet de voir le futur de manière beaucoup plus sereine, paradoxalement, malgré la perte, malgré sa mort. Parce que sans lui, mais j'aurais l'impression de vivre continuellement dans ce schéma de... En fait, je me prends tout en pleine figure des personnes que j'ai été. Malheureusement, c'est pas elles qui règlent leurs problèmes, c'est moi. Et en tout cas, j'arrive bien à me dissocier de ces personnes que j'ai été dans mes vies antérieures, puisque
ce sont des esprits à part entière, qui sont indépendants, malgré le fait qu'on a une même âme. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette distinction, c'est-à-dire que le seul lien qui m'unit avec ces personnes que j'ai été dans «mes vies antérieures» entre guillemets, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, le sujet de vie antérieure. Mais la seule chose qu'on partage, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'étincelle divine. Et selon les vies antérieures, bien évidemment, cette étincelle divine, elle est soit bafouée, soit mise en sellette, sur un gros mur, de mental, de protection et cetera. Surtout si c'est des vies de femmes où là, forcément, faut pas dire ce que tu penses et cetera, sous peine d'être, frappé, voire, je vais pas, mettre le mot, mais qui commence par V et qui finit par R. Déjà, en l'espace d'une vie, peut vous arriver, des catastrophes, mais imaginez, des millénaires de vies passées sans comprendre ce qui se trame autour de vous. Et je sais que dans mes vies antérieures, je me suis posé beaucoup de questions sur mon existence et ça me rattrape dans cette vie où là, franchement, je sens qu'il y a une limite, que quelque chose s'est fissuré entre le moi actuel et le moi que j'ai été dans mes vies antérieures. Et limite, j'ai envie de leur dire: «Mais allez-vous-en en fait, je suis reconnaissant de ce que vous m'avez apporté, des expériences aussi que vous avez faites et que moi je n'ai pas à faire parce que je suis quelqu'un de sensible et je sais que si j'aurais eu, en tout cas cet esprit lucide et cette sensibilité que mes versions antérieures n'auraient pas eu, je serais mort, honnêtement, parce que je serais pas capable en fait de de me prendre en pleine gueule les horreurs du monde, surtout du passé. Je sais qu'il y a eu des atrocités qui se sont passées. Mais ce jumeau, tel un ange gardien, je sais qu'il est toujours là, je sens sa présence. Et lorsque j'ai fini cette méditation, du cœur, je suis mais comblé de l'intérieur, je suis reconnaissant et je suis sûr en fait que j'en reparlerai dans d'autres vidéos de ce jumeau perdu. J'ai besoin plus peut-être de me mettre à distance parce que tout me paraît tellement irréel. Je sais que je suis pas pleinement moi, que je suis pas pleinement conscient de ce qui m'arrive, mais pour autant je le ressens au fond de mes poitrines, excusez-moi, de ma poitrine. Joli, mauvais jeu de mots. Je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de conséquences qui sont passées, qui sont beaucoup plus invisibles, malgré, la réussite, malgré, les actions que j'entreprends en fait, je me sens coupable et en tout cas l'expérience qui me parle le plus vis-à-vis, de ce syndrome du jumeau perdu, ça va être le fait de rester immobile parce que ça me ramène à mon propre vide existentiel, comme si j'avais à subir la perte et j'essaye de ne pas y penser. Ça, c'est un mécanisme, mais qui a été fait inconsciemment et c'est pour ça que j'ai du mal à rester sans ne rien faire. Il faut que je fasse quelque chose parce que ça m'occupe l'esprit, ça me dit aussi que j'ai entre guillemets «les rênes du commande» et que je sais que je suis dans l'illusion, hein, mais que je contrôle à peu près tout sur ma vie, donc faux semblant bien évidemment. Et le fait aussi de ne pas avoir confiance en soi, le fait de se surestimer, le fait de ne pas se sentir légitime, d'avoir aussi des phobies inexplicables, comme la peur du noir, la peur, de la mort et de la vie. Alors c'est très compliqué parce que j'ai pas peur de la mort en soi, telle qu'on l'imagine. Je sais que la mort n'est pas une mort, mais plutôt une renaissance. Mais j'ai beaucoup plus peur en tout cas du sombre, du noir, dans le sens, tout ce qui concerne les entités. Je sais que j'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais petit, où je rêvais, qu'un sorcier me pourchassait avec sa hache et dans de nombreux rêves, je finissais décapité ou égorgé donc voilà. C'est pas très joyeux, en tout cas pour l'esprit d'un enfant de 6 ans. Et d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai pu faire ces rêves-là parce que je n'ai jamais regardé de films d'horreur. Tout était beaucoup plus intuitif et je pense que c'était un message de mon âme qui me disait: «Il y a quelque chose qui va pas avec ton existence, et il faut que tu travailles avec ta peur aussi». Parce que la peur, c'est une émotion en fait que je refuse de ressentir parce que je sais que si je la ressens, ça va me désarmer totalement et je veux pas retomber dans mes vieux schémas et j'ai pas envie de retrouver cette impuissance, que lorsque j'ai perdu, ouais, ce double de moi et je sais pas. Je sais pas si je vais m'avancer, dans cette théorie-là, mais le prénom Samy, pour moi, c'est une projection du jumeau. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de très solaire, d'après ses caractéristiques, de très extraverti, mais qui a aussi ce côté sensible que j'ai. Moi qui est beaucoup plus renfermé,
Je pense que j'ai emprunté, la personnalité, de ce jumeau, imaginaire qui n'a jamais existé, mais qui a été, en vie, pendant un court moment de mon existence, et Mouloud finalement s'avérait être mon prénom. Mais j'ai pensé aussi au prénom Mohamed, ça se rejoignait beaucoup. Même dans les significations, ça m'est venu intuitivement. Je pense que cette personne, si elle aurait été en vie, s'appellerait Mohamed. Parce que ça fait référence au prophète, Mouloud aussi, c'est signe de bon augure. Et donc, je trouve ça, hyper, mignon, hyper chou, que ces prénoms se rejoignent. Même si je ne sais pas pourquoi, je ressens un profond malaise à l'évocation de mon prénom, comme si en fait, je ne devais m'appeler personne. Parce que finalement, je suis toujours, morcelé, je suis toujours fragmenté. Et je vous renverrai beaucoup aussi à en tout cas la fragmentation de conscience et de l'âme, qui là aussi peut témoigner de, je dirais, de phobies, de peurs qui ne sont pas du tout de l'ordre de la raison et qui peuvent être représentatifs des vies antérieures, mais également des mouvements de l'âme. Je me rappelle, et c'est un moment qui m'a assez troublé, parce que c'était une des seules conversations très profondes qu'on avait eues avec ma mère. C'est quand elle a voulu me dire qu'elle elle voulait me parler de quelque chose, mais je pressentais que c'était quelque chose de très important, qui mettrait peut-être ma vie en question. De toute façon, je me remets tout le temps en question, donc là-dessus, il y a pas de réel changement. Assez ironique. Elle m'a parlé, lorsque j'ai en tout cas, lorsqu'elle était enceinte de moi, elle a eu beaucoup de flashs, d'intuitions, d'images de mondes merveilleux, de l'eau aussi, qui est un symbole qui revient souvent, que ça soit dans le liquide amniotique, dans mon signe astrologique, puisque je suis Cancer, que c'est un signe léger d'eau cardinal, que ça soit, mes préférences, la couleur bleue aussi qui renvoie à l'eau, à l'océan, la pureté, le calme. Je suis quelqu'un aussi de très spirituel, et le bleu qui est renvoyé à l'océan a une connotation, beaucoup plus énigmatique qui renvoie à l'inconscient, donc je pense que tout est lié, et même le yin, qui est une énergie féminine, peut renvoyer, au bleu. Lorsqu'elle m'avait raconté ces petites anecdotes qui pour moi, sont normales, en tout cas c'est représentatif parce qu'un fœtus va renvoyer des informations sur qui il est à sa mère, et comme, la mère a, ce côté très yin, très intuitive, très maternante, elle est capable de recevoir, tout ce que son fils lui dit par des fréquences, par des vibrations, et généralement ça se, retranscrit à travers les rêves, à travers beaucoup de prémonitions, et c'est pour ça que lorsqu'on est généralement enceinte, enfin moi je l'expérimenterai jamais bien sûr parce que je suis un homme, mais on a beaucoup de messages subliminaux. Alors, tout dépend aussi de l'ouverture d'esprit de la maman. Ma mère est ouverte d'esprit, mais pour autant, je sens qu'elle a certaines structures qui font que, à un moment, je pense que ça va détonner et ça va, juste, la bloquer, forcément, par rapport à l'esprit, parce que c'est pas quelqu'un, qui croit à la spiritualité. Elle est dans la religion pour autant. Mais pour elle, tout est duel. Alors que pour moi, il y a véritablement un lien beaucoup plus complexe que la simple dualité, le simple bien, le simple mal, le simple paradis, le simple enfer, entre guillemets. Pour moi, l'enfer représente beaucoup plus le bas astral, et finalement, ce sont les personnes qui ont fait du mal, qui vont en enfer. Mais l'enfer, ce n'est pas quelqu'un qui va nous ramener de force, mais c'est plutôt nous-mêmes qui va nous faire culpabiliser sur la vie qu'on a fait, ou en tout cas qu'on a fait souffrir par rapport à d'autres personnes. Et le paradis représente cette humilité, cette transcendance, le fait d'être avec des autres âmes qui ont des empreintes énergétiques beaucoup plus hautes et qui nous permettent d'évoluer dans le bon sens. Je dis pas que dans des vies prochaines, si on erre dans la lumière, on fera que du bien. Non, malheureusement, on fera toujours du mal, mais ça sera de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus attentive, beaucoup plus lucide et sensible que lorsqu'on erre dans l'obscurité. Le déni de m'incarner vient beaucoup aussi par le fait que ma mère a beaucoup imaginé avoir une fille. Alors, je ne lui en veux pas du tout d'avoir pensé ce genre de choses, mais je sais que l'influence et les pensées de la mère ont beaucoup, beaucoup et beaucoup d'incidence sur l'esprit de l'enfant. Et cette blessure, je dirais de fuite, elle s'est renforcée par cette idée que finalement, je me sens pas très à ma place, puisque finalement, ça serait une fille qui aurait dû naître, et donc je me sentais pas légitime.
plus la perte de mon jumeau, plus le fait que je suis une polarité yin, une vieille âme, et je rajouterai même pas, des caractéristiques, au niveau neurologique, que ça soit l'autisme, le TDAH, le fait que je sois une personne, dans la lune. Donc en fait, vous rajoutez tout ça, mais je me dis: «Waouh, j'ai gagné le gros lot, le loto galactique» et en même temps, plus rien ne me surprend parce qu'il y a comme une réminiscence de mes vies antérieures et donc tout ce que je vous dis là, je pense que si ça aurait été dans des vies passées, mais je me serais tellement jugé vis-à-vis de ce que je ressens, de ce que je suis, mais là non. Je pense que j'ai passé un stade au-dessus, un palier qui fait que plus rien ne m'étonne en fait. Même le lendemain, si j'apprends un secret de famille ou un truc, ultra gros, franchement, en toute honnêteté, je serais pas du tout étonné et limite je me dirais: «Ah, c'est ça en fait, ça expliquerait pourquoi, j'ai, tel comportement, telle, façon de penser, telle médisance» et cetera. D'ailleurs, le fait qu'elle, voulait une fille, c'est beaucoup retranscrit dans mes comportements. Alors moi, je suis yin de base, donc j'ai un comportement assez stéréotypé, je vais pas vous le cacher. J'aime beaucoup la danse. J'ai eu beaucoup en tout cas de fascination pour, le maquillage, j'en ai jamais porté et je sais que c'est aussi une pensée limitante, parce que, j'ai peur en fait, de la personne que je pourrais devenir si en tout cas si j'ose me dévoiler tel que je suis sans avoir à écouter les brimades et les opinions de ma famille, peu importe. Dans tous les cas, je sais que je suis détaché, ce qui est à la fois une qualité et un inconvénient, mais s'il m'arriverait quelque chose ou si ma famille ne serait pas d'accord, je pars du principe que je pourrais me détacher d'eux, sans trop de difficultés, hein. Parce que dans tous les cas, c'est ce que j'ai appris à faire depuis tout petit. Mais pour autant, je sais que cette notion de solitude et là, je pense que c'est une caractéristique de ceux qui ont perdu leurs jumeaux, elle est extrêmement compliquée parce que d'une part, j'ai appris à survivre avec moi-même, donc à me contenter, de mon bien-être, du calme. J'aime beaucoup passer du temps avec moi-même, à m'introspecter et cetera. Mais je sais que j'ai besoin de contact et que si en tout cas, si je suis dans une humeur taciturne ou que j'ai un côté très mélancolique, très triste qui ressurgit. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais la tristesse, qui est une émotion qui peut être saine, si elle est là et qu'elle est longue et qu'elle est pas forcément liée à la dépression aussi, je tiens à préciser, ça peut aussi être en tout cas, ça peut aussi être un signe que vous avez perdu votre jumeau parce que cette tristesse, elle est là depuis votre naissance. Elle vous suit, c'est comme une mélancolie, bah, d'un moment que vous avez passé finalement avec, votre âme sœur, on pourra même l'appeler comme ça parce qu'un jumeau, c'est une personne, qui connaît le mieux nos failles, nos qualités et cetera et il y a aussi un don de télépathie que je trouve ça mais hyper, fascinant. Il y a même des études qui ont été révélées sur des jumeaux qui peuvent communiquer facilement par rapport à leur, langage non verbaux. Tout est lié par le cœur et donc pour moi, ça défie totalement nos perceptions de la réalité et surtout scientifique. Parce qu'on aime beaucoup essayer, de justifier même c'est ce que j'essaye de faire, hein, dans tous les cas, mais vous voyez qu'il y a une compréhension à la fois psychologique du processus, déjà par le fait que ça crée plusieurs blessures, que ce soit l'injustice, pourquoi, je suis encore en vie et pas, mon autre, la blessure du rejet, parce que je me sens rejeté, parce que la personne, elle est dans un monde beaucoup plus serein que moi. La blessure d'abandon, parce que finalement elle m'a abandonné et donc en fait je suis confronté à vivre seul, cette incarnation qui aurait dû être, prévue pour 2 et donc ça m'enlève un lien d'attachement et de toute façon je retrouverai jamais ce type, de connexion, de lien très, 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 très fort, très fusionnel. Je pourrais même pas le décrire, c'est tellement puissant. Ça me stabilise dans mes humeurs qui d'ordinaire sont assez fluctuantes. Je suis quelqu'un de très lunatique d'ailleurs, qui est beaucoup dirigé par ses émotions. Mais je sais que si j'aurais un jumeau, je serais beaucoup plus stable, beaucoup plus conscient aussi de mes failles et je serais quelqu'un peut-être de plus courageux, qui oserait m'affirmer puisque j'aurais quelqu'un qui me comprend en tout cas qui me comprendrait et en fait, qui n'aurait pas de jugement puisque ça serait une part de moi et que moi je serais une part de lui. Donc moi aussi j'aurais beaucoup plus d'ouverture, sur, bah, la polarité que je maîtrise pas et donc je serais beaucoup plus apte à sociabiliser, je serais beaucoup plus apte aussi à emprunter cette énergie, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus sociable, qu'est la polarité yang, qui est généralement une polarité bien ancrée, qui a une vie,
beaucoup plus stable, beaucoup plus structuré, qui sait faire le travail et cetera. Généralement qui a aussi des relations, qui sont beaucoup plus longues, que, la polarité yin. Parce que celle-ci va avoir peut-être des relations beaucoup plus authentiques, mais elles vont pas durer dans le temps parce qu'il y a pas cette structure et une personne yin, comme elle s'adapte, elle peut, au fur et à mesure de sa vie, changer d'amis du tac au tac. Non pas qu'elle est, superficielle, mais au contraire, hein, elle a une recherche de profondeur qui est viscérale. Mais c'est juste que comme elle va pas savoir qui elle est finalement et de toute façon ça témoigne aussi de mon expérience personnelle, hein. Comme je sais pas qui je suis, puisque finalement je n'ai jamais été au contact, d'un double qui me renvoie à ma propre identité, finalement je me perds et j'essaye de chercher, auprès de mes amis, auprès de mes connaissances, auprès de ma famille, la version qui se rapprocherait le plus de ce jumeau ou le plus de moi. Mais finalement, c'est ça qui est assez triste, c'est que je recherche une version du jumeau, mais je me recherche pas moi. Parce que je sais que on a certes 2 mêmes corps, mais au final, on a 2 âmes différentes. 2 âmes qui n'ont pas vécu les mêmes vies antérieures, qui n'ont pas des mêmes problématiques à régler. Donc je pense que la problématique du jugement perdu, ça le concerne beaucoup plus lui que moi, malgré le fait que la perte et le manque, bien évidemment, est quand même un sujet assez délicat à aborder, mais ça reflète, beaucoup d'aspects que j'aimerais mettre en exergue et qui, à l'heure actuelle, sont assez flous. Sachez que je l'ai découvert, hier et avant-hier. En tout cas, avant-hier, j'avais un déclic, mais un mini déclic, qui a fait que je me suis pas trop posé la question, mais j'ai quand même regardé une émission qui s'appelle, Ça commence aujourd'hui, avec, le walk-in, le fait aussi d'avoir des expériences de mort imminente et je sais pas pourquoi ça m'a fait ramener à ce souvenir, antérieur, de mon avant-vie où j'ai été au contact de mon jumeau. Donc la mort imminente, limite, c'est moins douloureux, je pense, comme processus. De toute façon, je sais que dans une de mes vies antérieures, je l'ai déjà expérimenté, hein, la mort imminente. On a tout expérimenté, que ça soit la vie jumellaire, la vie aussi en tant que personne handicapée avec des pathologies qui nous sont propres. Ça aussi, ça fait partie de l'expérimentation. Je sais que c'est fort désagréable, que c'est déplaisant, que c'est injuste. Je vous rejoins, mais je sais que du point de vue de l'âme, ce n'est rien du tout. C'est une futilité, une goutte d'eau dans un océan. J'aime beaucoup utiliser cette métaphore. Heu, une vie monstrueuse, ce n'est juste une goutte d'eau dans un océan qui finalement est lumière. C'est-à-dire que la lumière va tamiser cette part d'ombre et va la faire, de plus en plus réduire. Parce que finalement, c'est le but de l'âme, c'est de transcender toutes les ombres, tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'a pas été malheureusement manifesté. Et je pense que moi, je ne manifeste pas beaucoup en tant que polarité yin. J'essaye d'attendre, mon prince charmant qui vienne me délivrer et finalement, j'essaye un peu de reconstitualiser ce scénario, de ce yang jumeau en tout cas qui m'a délaissé. C'est pour ça que j'attends beaucoup de l'autre, parce que, bah, je me dis: «Mais en fait, j'ai vécu une existence, qui ne sert à rien presque». C'était une existence d'attente, de désintérêt total vis-à-vis de la matière et d'un intérêt, d'une curiosité presque morbide pour la mort et pour l'au-delà parce que en tout cas de toutes les émotions que j'ai pu ressentir dans cette vie, ce sont, des énergies qui sont beaucoup plus, ressemblantes avec, mon état d'être et mon esprit. Mon âme, bien évidemment aussi, parce que finalement c'est ce qui me rapproche le plus de ce jumeau et de cette âme sœur potentielle.